Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode de Art Talk Show avec Catherine Legrand. Bonjour Paulina. Bonjour Catherine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça compte beaucoup pour moi. J'adore votre travail. Et comment décrire votre travail? Je vais vous présenter brièvement. Sociétaire des artistes orléanais, Catherine Legrand fabrique de poignons de sculpture en papier mâché, en fer, en bois ou en matériaux de récupération. Elle nous confronte à une foule de personnages fantomatiques et décharnés, capturés lors d'énigmatiques transhumances. Les couleurs sont sombres et sobres, des visages d'un blanc d'os surplombant des corps d'un bois d'ébène. Personnages identiques et anonymes, juchés sur des chariots évoquant les débuts de l'ère industrielle. Ils portent souvent des fardeaux. Comment vous définiriez en tant qu'artiste? C'est très particulier. D'abord, pour revenir sur votre texte, je trouve que vous avez une bonne lecture, Paulina. C'est vraiment... je m'y retrouve, voilà. Comment je me définis comme artiste? Eh bien, je suis artiste singulière. Singulière dans le sens où j'appartiens à un mouvement qui s'appelle l'art singulier et qui est né dans les années 70. Ce même mouvement d'art singulier émane d'un autre mouvement artistique qui s'appelle l'art brut, qui lui a été défini par Jean Dubuffet dans les années 50. Donc on est une résurgence de ce mouvement d'art brut. Ce qui définit un petit peu l'art singulier, ce sont des artistes qui se dégagent de toute conformité à l'art officiel, qui viennent dire des choses très personnelles sur le monde qui les entoure, avec souvent des matériaux assez surprenants qui peuvent être de récupération, souvent modestes aussi. Ça peut être gigantesque, ça peut être des maisons entières qui sont des artistes qui font ça, qui interviennent dans leur jardin, leur maison, d'autres sur du minimal. Moi, ça reste entre deux aussi, parce que je ne suis pas dans un très très grand atelier. Et donc, l'art singulier, c'est un peu ça. Si les gens sont un peu curieux et ont envie de voir un peu plus loin ce qu'est l'art singulier, il y a la fabuloserie qui est un peu plus loin dans Lyon, après Briard, où on peut voir un lieu extraordinaire, justement qui a été créé par le créateur de la terminologie art singulier, qui s'appelait Monsieur Bourbonnais. C'est lui qui a donné ce nom, a baptisé ce mouvement art singulier, et donc son musée à Dissy est extraordinaire. On a la chance d'être pas très loin. On n'est pas très loin. Si loin. On n'est pas très loin. Et pour ceux qui connaissent, parce qu'il est très célèbre, le manège du Petit Pierre, c'était un monsieur vacher, extrêmement simple, très laid, parce qu'il avait plus d'oreilles, il avait un visage déformé. Il était à Faillologe. Ah oui, tout près d'ici. Tout près aussi. Et ce monsieur avait tous les week-ends une passion, toute sa vie durant. Et ça aussi, c'est intéressant de voir comment les artistes singuliers et bruts travaillent. C'est qu'il y a comme ça une obsession, quelque chose qui revient en permanence. Et bien ce monsieur, le Petit Pierre, on l'appelait, a fabriqué un manège avec rien, que des bouts de récupération. Il est gigantesque. Un manège, quand vous dites un manège, alors on monte monte pas dedans. Non, on monte pas dedans. On rentre, on est dans une enceinte ronde. Et là, vous vous trouvez au milieu d'objets qui volent, des avions, des trains, tout ça s'agite. Et lui, son grand truc à l'époque, c'était d'appuyer sur des poires pour vous faire... les vaches vous faisaient pipi dessus. C'est une vraie expérience, voilà. C'est de la 4D avant l'heure en fait. Et donc ce manège du Petit Pierre est à Dissy, dans ce lieu qui s'appelle la Fabuloserie. Voilà. C'est un peu un condensé de l'art singulier et de l'art brut. Voilà. Donc on en apprend beaucoup sur l'art singulier. Donc là, l'art singulier, c'est la définition même, on va dire. Ouais. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous voyez en tant qu'artiste singulière, à quel point vous vous appropriez cet aspect singulier? Je suis singulière dans le sens où je m'apparente et où je fonctionne comme un artiste singulier. Souvent, les artistes singuliers sont indemnes de culture ou de connaissances artistiques. Ce sont des autodidactes, moi non. Cependant, j'ai mis de côté toute cette connaissance, tout cet apprentissage, tout ce qu'on m'a apporté au niveau des connaissances artistiques. J'ai mis longtemps. Et au milieu de mon parcours d'artiste, j'ai décidé, pour d'autres raisons aussi, on peut en parler,
J'ai travaillé beaucoup en psychiatrie. D'accord. J'ai ouvert mon regard de manière différente sur l'art, parce que ce que je faisais en psychiatrie, c'était des résidences, des interventions d'artistes, des Vous ateliers. le faisiez auprès du public, Oui, c'est ça. dans ce qu'on appelle un public empêché, finalement. Voilà. Ouais, d'accord. Et j'ai fini d'ailleurs, on ne va pas en parler trop longtemps parce que c'est un peu rébarbatif comme ça, mais j'ai fait de l'art-thérapie, parce que faisant des ateliers avec des malades mentaux, on me disait c'est de l'art-thérapie, moi j'étais bien embêtée, je ne savais pas ce que c'était. Alors j'ai donc été faire des formations. Donc vous avez fait des formations en art-thérapie? Voilà, j'ai fait des formations en art-thérapie, et cette proximité avec les gens qui sont dans la création et la maladie mentale m'a apporté une lecture, un ressenti, des émotions que je n'avais pas jusque-là, qui étaient vraiment très référencées, très normées, très histoire de l'art, contemporaine. Et là, ça part d'ailleurs. L'art singulier, c'est un peu ça aussi. Ça part d'ailleurs. Ça part pas c'est pas cérébral, c'est pas des théories, c'est pas des concepts. C'est quelque chose qui est très archaïque et viscéral en nous. D'accord. Je pense que mon travail singulier, donc avec ou pas cet apprentissage culturel que j'avais au départ et artistique, j'ai su le mettre de côté, et maintenant je ne parle plus avec ce côté cérébral et conceptuel que j'avais avant. D'accord. Et c'est un peu comme si vous étiez passé d'une institution à une autre, finalement, Exactement. Au niveau de l'apprentissage. Mais il y a eu des raisons à cela. Il y a eu cette rencontre avec la maladie mentale et la création, un intérêt pour ce qui se passait au niveau de la création des malades mentaux, et elle est fabuleuse, la fabuloserie de d'ici, je vous disais ça tout à l'heure. Vous l'avez trouvée libérée, extrêmement singulière, dans le sens qu'on sortait de tous les carcans. Est-ce que, par exemple, elle est très différente d'un patient, on peut dire ça, d'une personne à l'autre? Bien sûr, les patients, c'est comme pour tout le monde, il y a des gens extrêmement libérés dans leur création et d'autres complètement inhibés. Donc c'est pas du tout la maladie. C'est pas parce qu'on est malade mental qu'on est dans la création, et ça c'est pas ça, non. Non, c'est juste au niveau des obsessions, quelque chose qu'on laisse monter, quoi, qui n'est pas influencé par des normes extérieures. Et c'est à cela que je me suis attachée moi aussi, c'est faire venir ce qui était le plus profond en moi. Et voilà, par cette proximité-là avec les malades mentaux. Et cette obsession, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est super intéressant. Vous avez abordé une des questions que je voulais vous poser, justement par rapport à l'apprentissage formel de l'art. Donc nous, on est confrontés des fois à des artistes autodidactes comme à des artistes qui ont fait des études artistiques, qui sont diplômés, des fois félicitations, etc. Et c'était de savoir s'il fallait finalement apprendre pour désapprendre. Mais si ce passage, en fait, par l'apprentissage apportait néanmoins quelque chose, une force créative, mais qu'il fallait ensuite en enlever les couches, en fait, pour pouvoir vraiment naître à soi-même à partir de ça. Et c'est peut-être un plus, quand même. Oui, c'est sûrement... Enfin, j'en sais rien si c'est sûrement un plus. C'est bien. Enfin, en tout cas, moi, je ne renie pas cet apprentissage artistique que j'ai eu dans les écoles d'art. Ce qui m'importe, c'est tous les jours d'essayer comme vous dites, d'effacer un peu. Parce qu'il me revient sans arrêt l'idée d'une esthétique, d'un académisme, et de cela, je n'en veux pas. Moi, je veux une parole essentielle, vraie, pure, authentique, enfin voilà, qui soit la mienne, d'où le terme singulier dont on parlait tout à l'heure, qui me soit propre. Alors souvent, quand je regarde mon travail, je me dis, il n'est pas si singulier que ça, parce que je travaille quand même la composition. Ça se voit. Et c'est vrai que quand on regarde votre travail, on voit quand même une certaine méticulosité, on voit, et c'est un vrai travail à la fois d'artiste et d'artisan. Pour moi, artiste, parce qu'il y a une vision qui est extrêmement singulière, qui est la vôtre, que vous avez commencé d'évoquer. Mais il y a aussi une maîtrise, un savoir-faire qui est indispensable pour pouvoir faire naître d'une manière tangible et plastique cette vision qui est la vôtre.
Et cette vision dont on a un peu parlé finalement, ces personnages singuliers, ce bestiaire, ces chariots, comment ça vous est venu? C'est pas venu tout. Il y a eu une rupture à un moment donné de ma vie. J'ai eu de gros soucis de santé et j'ai adopté ma fille en Afrique. D'accord. Je suis partie je suis partie avec mon mari. Nous avons adopté notre petite fille, notre fille qui est grande aujourd'hui. Et ça a quand même été quelque chose. Et à son arrivée, j'étais tellement épanouie par ce moment-là, cette rencontre merveilleuse. J'étais pleine de créativité. Je racontais des histoires à ma fille, et j'avais besoin de les personnifier, de les mettre en volume, tous ces petits personnages voilà. Et donc ils étaient plutôt poupons au début, gentils pour répondre à une demande de petite fille. Excusez-moi, en Afrique, où vous l'avez adopté? À Madagascar. D'accord, voilà. Très bien. Et donc voilà, donc ça, il y a eu ce moment-là. Et puis c'était important pour moi aussi dans une histoire de filiation. Toujours pareil, il y a quelque chose qui doit se rompre, ou en tout cas se limer. J'ai été chercher ma fille loin. Et ça, avec mon mari, on a été vraiment très très heureux de ça, de pouvoir casser les frontières, les couleurs de peau, enfin toutes ces choses-là. C'était extrêmement important. Une espèce d'ouverture, quoi. Et vraiment, et je dis tout le temps, mon bonheur, il a été encore plus immense que si je l'avais conçu moi-même, tellement il nous a rendus heureux et toujours... Là, on est dans une vraie dimension de projet. C'est quelque chose qui se réfléchit, qui se planifie, qui s'organise, je pense aussi. Mais je crois que j'avais besoin de passer par la maternité pour engendrer aussi ce travail. D'accord. Je crois que ça en passe par là. Et ce travail, on se demande... je me demandais s'il y avait une dimension autobiographique, parce que pour moi, dans votre travail, on perçoit quelque chose de très historique. Ça fait penser quand même à des moments noirs de l'histoire. On se demande ces personnages qui sont tous anonymes, qui sont tous ensemble, qui ne se regardent pas les uns les autres. Il n'y a pas d'interaction. Il y a une forme d'objectification, de réification de ces personnages qui sont trimballés. On a l'impression d'une transhumance vers une destination. Donc ça rappelle des moments de l'histoire. Donc je me demandais si il y avait une destination déjà. Vers quoi est-ce qu'ils s'acheminent? C'est une errance ou c'est une destination? Alors où est-ce qu'ils vont? Ils vont vers du mieux, c'est ce que j'ai coutume à dire. Je pense qu'ils fuient des situations compliquées. Ils se rassemblent, ils ont un instinct grégaire, parce que sûrement pour moi, il y a une résonance qu'ensemble, il y a de l'ordre de la rassurance, on sera plus fort, on ira plus loin. Je pense que, en effet, c'est mes peurs, c'est mon histoire, c'est mes peurs. Quelque chose de viscéral. De viscéral. Mais ce qui est amusant en même temps, c'est que j'ai pas voulu les interroger, ces peurs. J'ai pas voulu aller trop loin dans les raisons pour lesquelles elles sont là. Elles sont là, elles viennent comme une obsession, elles sont sans limite, c'est-à-dire que chaque fois je me dis, parce qu'il m'est arrivé auparavant, avant que je vous dise d'être dans cette forme d'expression-là, j'étais peintre avant. Mais je me retrouvais souvent dans une espèce de béance, de vide, d'insatisfaction, de frustration. Depuis que je fais ça, il y a maintenant 25 ans, ou presque 30, je suis tout le temps, c'est inépuisable. Je parle de la condition humaine, je parle de ses douleurs, de ses souffrances, de ses manques, de ses peurs. Je parle de moi, je parle des autres. Je parle de l'humanité. Et c'est insondable, ces souffrances dont on est témoin. Voilà. Donc ça, c'est sans doute ce que je raconte. Et au bout, il y a vraisemblablement une espérance quand même. Parce que je trouvais ça intéressant que vous me disiez qu'ils ne se regardent jamais. C'est vrai, je ne l'avais pas vu, moi, ça. Il n'y a pas de... Ouais, il y a un côté très animal. Ils sont transportés, ils sont comme convoyés, en fait. On a l'impression d'un convoi. Ils sont aussi dans un entre-deux. D'accord, c'est ça qui m'intéresse. Ils sont comment dire, pris par un besoin de fuite, de quitter un lieu.
dans lequel ils étaient mal, ou peut-être étaient-ce des guerres, des génocides, j'en sais rien, enfin toutes sortes de choses qui ont fait qu'à un moment donné, il faut partir. Donc ils prennent ce qu'ils ont sous la main, souvent de manière très précaire, hein, un sac, un baluchon, on a l'impression, un truc comme ça. Donc on prend l'essentiel et on s'en va sur des embarquements de fortune qui peuvent ressembler à des maisons, sur des roues. Mais des animaux chimériques aussi. Voilà, hein. Des fois, ils sont à bord de... Il y a un bestiaire quasiment mythologique qui apparaît. C'est très, très étonnant. Tout à fait. Et on a l'impression... Des fois, on a même l'impression que ça défie la gravité. Oui. C'est-à-dire que vous utilisez aussi bien la verticalité que l'horizontalité. Des fois, ça se déploie. Il y a toujours ces roues et il y a ces fardeaux parce qu'ils portent des petits bagages. Mais des fois, il y en a tellement, on a l'impression qu'il y a un fardeau et que malgré tout, l'engin est destiné à avancer. Donc, ils avancent malgré ça, malgré tout. Parce qu'il y a une énergie, peut-être. Parce que on y voit ce qu'on veut dans mon travail. Beaucoup de gens sont dérangés. Ça peut déranger. Les couleurs sont tristes. Très intriguant, en tout cas. Parce que c'est troublant. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de forme, ça n'a pas de bras. Les visages sont à moitié faits. On voit à peine un visage ébauché, des bouches entrouvertes. Certaines personnes doivent se dire, mais elle ne sait pas faire de sculpture. Alors que voilà. Mais je crois que moi, j'ai besoin de les faire extrêmement simplifiés, en foule, comme quand on voit au loin marcher des gens. On n'a pas forcément les détails du corps, les bras, les détails du visage. Donc voilà, c'est un petit peu cette idée-là. Moi, je ne fais pas un individu, je fais des individus, je fais des peuples, des gens, voilà. Ce qui donne aussi, pour ceux qui veulent le voir, une certaine force à mon travail. Oui, je ne m'attarde pas à donner des détails esthétisants ou autres qui pourraient justement faire que l'esprit se laisse un peu, comment dire, séduire de manière complaisante à des choses bien faites. Ça, c'est mon ennemi, la complaisance. Dans mon travail, je ne veux pas faire de beau. Je veux faire de l'équilibre, je veux faire qui a de la force, il y a beaucoup de références aussi artistiques, puisque ce qu'on a derrière, c'est un triptyque, c'est quand même tout un support qui a servi tout le Moyen-Âge, hein, le triptyque. Donc je joue un peu avec des allers-retours qui ont été dans mon apprentissage premier d'école d'art, mais il faut que ça soit à minima, tous ces éléments-là, de manière à laisser ressortir qu'un cri. Oui, il y a quelque chose de primal. Hein. Voilà, c'est comme un cri primal, vraiment. On a l'impression que vos personnages, on dirait quasiment qu'ils crient ou qu'ils crient avec les yeux, en fait. Parce qu'il y a ces gros trous noirs, en fait, ils font penser quasiment au cri de Munch. Sauf que ça passerait par l'œil et par quasiment comme contempler... le vide, enfin on ne sait pas, quoi. Et en fait, moi, c'est justement cette indécision, cette incertitude que je trouvais captivante. Et c'est aussi cette capacité à brasser énormément d'éléments différents, que ce soit le végétal, on retrouve l'aspect du nid, du bois qui apparaît, ou de l'oiseau, des genres d'albatros chimériques, je ne sais pas exactement lesquels. On retrouve le côté os, avec justement ces animaux chimériques, on dirait ce chat dont on n'entrevoit plus que le squelette et qui pourtant arrive à porter tout le monde. On a aussi les crânes, on dirait vraiment que c'est des visages d'os, comme finalement quelque chose de très universel. Là, on se retrouvera tous, là, on sera tous pareils, noir, blanc, jaune, rouge, à l'état de squelette, qui est l'état en fait premier, très très archéologique, mythologique. Et pour moi, il y a aussi cette violence de l'histoire qui passe par un aspect, la manière dont vous traitez le bois, un aspect fer, vraiment métallique et qui donne l'impression des débuts de l'ère industrielle, comme ces moments où finalement l'humain commence à être écrasé par la machine. Donc là, j'ai exploré beaucoup de voies, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir votre travail, comment vous travaillez les matériaux pour leur donner cet aspect extrêmement primal, justement. Alors, le matériau que j'aime beaucoup utiliser, c'est le bois de cagette.
C'est un bois qui est très poreux, donc qui absorbe la peinture et qui, avec des peintures mates, viennent renforcer ce côté brut, sobre, encore une fois, modeste, dont j'ai besoin pour faire passer mon message. Après, là-dessus, moi, j'utilise la pâte à papier. C'est mon matériau privilégié. C'est avec ça que je fais mes personnages, même si je les armature en dessous, avec du métal. Donc, voilà. Il faut que la pâte à papier est un matériau poreux aussi, comme la cagette. Et je vais patiner parfois. Je vais même enduire ces bois de cagette je vais faire des mélanges qui vont donner ce côté un peu rongé du fer, comme vous le dites, puisque je vais... C'est ça, c'est du bois. Pour moi, ça paraît comme de la rouille. Alors, il y a ce côté-là qui fait rouille. Il y a aussi un côté qui donne une impression de calciné, parfois. Quelque chose qui est dans certaines pièces, comme si leur construction, là, qu'ils mettent sur des roues, s'en vont et elles ont déjà été mangées par le feu. Enfin, voilà, ils sont... voilà. Donc, pour moi, la pâte à papier, que je patine ensuite avec toujours des peintures très mates pour rendre ce côté sobre, vient apporter cette notion voilà. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que j'aime bien aussi jouer du fait que c'est peut-être... Alors c'est de nous dont on parle, c'est de moi, c'est de vous, enfin qui veut bien être dans cette histoire-là, mais je pense qu'on est nombreux. Et c'est d'imaginer que malgré tout, c'est peut-être aussi une civilisation oubliée, enfouie, anéantie, que quelqu'un, un archéologue, est allé fouiller, découvrir... et a remis à jour, quoi, comme si quelque chose d'un temps, d'une histoire. J'aime bien ça, l'idée que le temps... la notion de temps est très importante dans mon travail, parce que ces déplacements aussi font que le temps s'étire, ils vont où? Alors, on a un avant, un après. Je pense aussi que je parle du temps, d'une certaine manière. La mémoire, peut-être aussi. La mémoire, évidemment, aussi, ouais. Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que les gens, quand on fait un public, je vous livre un peu tout ce qui me vient, parce que c'est toujours intéressant d'écouter les gens. Beaucoup de personnes peuvent m'exprimer leurs émotions, et chaque fois, j'adore les écouter. Il faut qu'ils me disent qu'est-ce qui vient me provoquer ces émotions. Et j'entends des choses extraordinaires. J'entends des gens qui me racontent leur passé de migrants, d'Asie, du Laos, d'autres, je ne sais d'où. C'est formidable, des Américains du Sud, il n'y a pas très longtemps, du Pérou ou autres. Enfin bon, des histoires que je ne connais même pas. Alors évidemment, la Shoah, bien sûr, beaucoup de gens viennent me dire que c'est terrible ce que je raconte. C'est pas la Shoah, moi, que je raconte, en fait. Hein. C'est plus une histoire... Moi, je raconte universelle, sur les déplacements humains. Je trouve qu'on est dans une époque où on n'oublie pas, on nous en rabâche les oreilles tous les jours, qu'il y a des migrants. Et pour moi, c'est fait de ça, le monde. C'est une entité, c'est ça l'univers et le monde dans lequel nous sommes. C'est ces mélanges. Moi-même, quand je suis partie chercher ma fille, elle est noire et j'aime toute cette multitude de couleurs et de cultures et d'histoires. Donc voilà, je viens raconter tout ça et je trouve ça merveilleux quand les gens, ça vient résonner dans une partie d'eux-mêmes. J'aime bien aussi leur dire qu'est-ce que ça... Dites-moi, qu'est-ce que ça vient vous dire? Mais c'est ça qui m'a vraiment interpellée dans votre art, c'est que il est plein d'indécision, d'incertitude. Il y a beaucoup de questionnements, mais néanmoins, il est tellement poignant que les impressions qu'on a, on sait qu'on les a. C'est-à-dire qu'on a à la fois cette zone un peu grise qui se profile, et en même temps ce qu'on ressent, on sait qu'on le ressent, et quand on est capable de le faire résonner vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, avec qui ça résonne complètement. J'ai vu aussi que vous avez enseigné. Oui. Et que vous avez cessé au bout d'un moment d'enseigner. Vous avez cessé en 1990. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez arrêté? Oui, forcément, elle est pour les mêmes raisons.
J'ai même enseigné à l'ESAD d'Orléans. Alors j'étais en cours du soir, hein, je donnais des cours de peinture à l'ESAD d'Orléans. C'était difficile de répondre à... Là, je parle de cours pour adultes à l'ESAD, mais qui venaient avec justement des attentes artistiques pour répondre, pour faire comme. Moi, je ne veux pas faire comme. Voilà. Donc déjà, tout ce qui était enseignement pour adultes, j'ai arrêté. Et pour ce qui était des enfants, c'est les conditions dans lesquelles je travaillais. C'est-à-dire, les collèges, c'est 1 heure. Vous avez que 39 élèves, il faut rendre la salle propre à la fin. Oui, c'est anti-artistique au possible. Voilà, et puis... Et est-ce que c'est la même raison pour laquelle vous avez souhaité désapprendre finalement? Est-ce que c'est pour éviter de formater ou peut-être laisser les gens, peut-être que vous trouvez que c'est mieux de découvrir par soi-même, je ne sais pas. Votre question, elle porte sur les gens les enfants par exemple Sur les publics en fait, ouais. Pour savoir si la manière dont vous avez cessé d'enseigner, si la raison pour laquelle vous avez cessé d'enseigner, c'est un manque de foi par rapport à justement le guidage en matière d'art je crois qu'ils ne s'enseignent pas, ça s'enseigne pas. C'est ça, c'est ce que je me demandais. Voilà. De manière plaquée comme ça avec des programmes, je ne vois pas. S'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, alors après il peut se passer des choses quand il y a un enseignement qui le permet, je ne sais pas, une rencontre avec des artistes, quelque chose de concret, de véritable, un cours magistral. Finalement, l'environnement est très important parce que quand vous étiez en public empêché, en art-thérapie, là, ça vous semblait prégnant, mais des gens qui viennent 1 heure à la fin de la journée, qu'il faut balayer derrière, exactement. Et puis, dans mon atelier d'art-thérapie, j'avais un coin musique, j'avais un coin avec piano et guitare, j'avais un coin avec un ordi, j'avais un coin où on pouvait faire du ping-pong, un autre où on pouvait danser. Je veux dire, à un moment donné, on peut aussi avoir envie de se découvrir dans une forme ou une autre d'expression, et pas uniquement celle que moi j'enseigne. Donc, c'est ouvrir, quoi, ouvrir. Que ce soit davantage à l'image de la vie, finalement, des moments. Et je serais restée enseignante, j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui. Comme vous disiez, cette espèce de nettoyage permanent, on évite, on met de côté. Et j'ai pas fini. J'ai vu que vous exposez régulièrement. Moi, je vous ai découverte aux Artistes Orléanais l'année dernière et honnêtement, il y avait beaucoup de choses à la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, mais pour moi, il y a cette sculpture, un grand visage qu'on va voir de femmes terre d'où on vient. Enfin, pour moi, ça mangeait vraiment l'espace. Il y avait quelque chose de très fort. Et du coup, ça m'a fait penser à tout ce qu'on a évoqué précédemment. Et en ce qui concerne vos expositions en galerie, je me demandais, c'est quelque chose que je me demande toujours, c'est est-ce que c'est important pour un artiste d'être découvert aussi en galerie, d'avoir un galeriste? Oui, bien sûr, c'est bien. C'est bien parce que ça donne de la légitimité, une vue, c'est une vitrine, une galerie. Et puis une galerie, c'est un lieu privilégié qui ressemble un peu à un petit musée, dans lequel les gens susceptibles d'acheter, de devenir collectionneurs, amateurs d'art, vont pouvoir rentrer, même si ça demande quand même un petit peu d'audace parfois. C'est aussi un lieu où on peut exposer seul, où on a la possibilité de... Parce que je fais beaucoup de salons, et dans les salons, on peut être des milliers. Comme à la collégiale, moi j'ai vu votre travail, et je voulais voir finalement juste votre travail à un moment, c'est ça qui m'a donné l'idée. Oui, vous étiez curieuse. Absolument. Mais c'est pas dans ces lieux. Voilà, ces lieux-là sont faits pour susciter la curiosité. C'est un premier pas. Mais une galerie, elle va vous donner cette vitrine. Elle va vous ouvrir aussi un champ au niveau d'un public. Nous, on est dans notre atelier, on fait pas de la com. C'est compliqué, donc c'est bien de le laisser faire à quelqu'un d'autre. Donc moi je suis ravie d'avoir quelques galeries. Et en 2025, ça fonctionne encore, la relation artiste-galeriste? Elle est toujours... Moi, personnellement, oui, pour vous. Oui, moi, les galeries avec qui je suis, ça tient, oui, ça devrait, j'espère.
Elle ferme hein, beaucoup. C'est pour ça que je voulais... Et la relation reste une relation de proximité. C'est pas tout le monde, on n'est pas, c'est pas mais quand elle est là, il faut la privilégier. Vous avez eu cette chance avec certains galeristes? Oui, bien sûr. Lesquels? Bien sûr, oui. Eh ben là, je suis dans la Sarthe avec un galeriste extraordinaire qui a vendu une start-up aux États-Unis et qui a monté un lieu de bon, voilà, un truc, un manoir avec de la peinture, de l'art partout. Et quand il tombe amoureux d'une pièce, d'un artiste, il est là, il vous soutient, il parle de vous comme si... J'exposais à côté de Marc Petit, voilà, j'ai la même appréciation de mon travail, qui est quand même un peu moindre que celle que peut avoir Marc Petit. Et ben non, il me défend tout autant. Donc voilà. C'est quelle galerie pour aller Alors voir? elle s'appelle Artistic Red Dot. Point rouge artistique. Voilà. D'accord. Artistic Red Dot, et elle se trouve à Parçay-sur-Sarthe. Alors c'est un endroit perdu, mais c'est un endroit extraordinaire, voilà, qui mérite un détour quand on veut voir de l'art contemporain dans un espace, dans un parc verdoyant magnifique. Enfin bon, super. C'est génial. Ouais. Bon, après j'ai d'autres galeries, une à Nice, une autre, toujours dans le Perche, je sais pas pourquoi. Enfin la Sarthe c'est pas le Perche, mais dans le Perche, voilà. Et en dehors des espaces et de tout ça, votre plus beau moment artistique, est-ce qu'il y en a un moment où vous avez eu la plus belle rencontre, le plus beau déclic, je ne sais pas. Alors, une partie en particulier, non, mais plein, oui. Plein? C'est plein de petites choses, parce que ce qui est merveilleux aujourd'hui, c'est que tous les artistes, enfin, dans mon secteur, je vais dire, hein, que j'admirais avant et que je ne pensais jamais rencontrer, sont devenus des amis. Ça, c'est quand même, pour moi, j'aurais jamais pensé pouvoir exposer à côté d'eux, j'aurais pu avoir leur reconnaissance, et puis ils viennent me chercher. Ça, pour moi, c'est une très très belle reconnaissance et un vrai plaisir. Des rencontres d'artistes, après, individuellement, non, c'en est plein. D'accord. Et ce qui m'a vraiment, là où je me réjouis, c'est quand j'ai, dans mon travail qui apparaît dans une revue, c'est une belle reconnaissance et voilà, ça grave. J'aime bien être citée par des belles revues d'art. Ouais, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, en effet. Là, pour moi, c'est une vraie reconnaissance. J'étais dans la revue Miroir de l'Art et c'est Ludovic Duhamel qui m'a fait un article magnifique. Et puis autre chose aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a un imagier singulier qui a été fait par un artiste. Il y a 3 volumes énormes où il met tous les grands artistes bruts et singuliers. Et je fais partie de cet ouvrage. Je suis dans tous les musées d'art singulier et brut du monde, attention, parce que maintenant, voilà. Donc voilà. Et c'est amplement mérité, hein, parce que c'est... Et puis moi, je viens quand même d'une génération où on est très très confronté aux réseaux sociaux. Des images, il y en a trop. C'est pléthorique, c'est difficile de s'arrêter sur le travail de quelqu'un. Et moi, je me suis arrêtée vraiment sur le vôtre. Et les rencontres dont vous parlez avec ces artistes qui sont devenus des amis, et tout, moi, sans aller jusque-là, c'est un peu le but du projet de Art Talk Show et de Hors Média, c'est d'aller à la rencontre humaine de personnes dont on admire vraiment l'art. Et je trouve ça vraiment captivant. Et est-ce que vous avez des projets là, à venir pour la suite? C'est le moment. Pour conclure. Alors, ben, écoutez, je suis fidèle aux AO, aux artistes orléanais, donc j'y serai au mois d'octobre. Et puis, sinon, je fais des salons, je vais faire une biennale à Paris. C'est quand? C'est en novembre, c'est la Biennale 109, dans un lieu très intéressant qui est le Bastille Design Center, boulevard Richard Lenoir. Et puis, je vais avoir 3 mois dans une basilique, enfin à Loudun, qui fait un gros festival d'art singulier chaque année. Et cette année, ils me font une belle place. Ça, ce sera en février, je dois en oublier.
Mais bon, ça me prend. Et puis je C'est fais déjà- un gros salon à Paris qui s'appelle Art Capital et qui est... que je connais. Voilà. La Biennale, en tout cas, j'essaie vraiment de m'y rendre. Et Ah puis bah, aux artistes orléanais, on va se voilà, ça voir, va c'est se passer. évident. Ouais, Bon, c'est super. merci. C'était un plaisir de vous pour rencontrer et de découvrir les dessous de ces créations qui sont vraiment fabuleuses. Ouais. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cet échange, cette découverte de l'univers de Catherine Legrand. Et je vous dis à très bientôt.